Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. On est parti pour cette deuxième saison de La Martingale. Premier épisode, donc avec Guillaume Pillard de Nalo, Nalo.fr. Salut Guillaume. Bonjour Mathieu. Alors je suis content de t'avoir aujourd'hui parce que comme je le disais à Lorraine, qui est donc je crois votre directrice marketing, CMO, on a plein de termes comme ça, ici présente d'ailleurs, bonjour, merci Lorraine d'avoir organisé tout ça. En fait, moi, j'ai un gros dada depuis quelques mois que donc les Américains appellent le goal-based investment. Et je cherchais un peu pour ce podcast un français francophone, enfin pour diguer un peu là-dessus. Et donc, on va parler de ça en particulier aujourd'hui, si tu veux bien. Oui. Donc, le goal-based investment, c'est l'investissement par objectif. Sachant que tu le sais, en fait, moi, mon idée avec La Martingale, c'est vraiment tu me parlais de ça un peu à l'instant, hein, mais c'est de se dire en gros, ma conviction c'est qu'on n'apprend pas à gérer son argent à l'école, au collège, au lycée, mais même à la fac en fait. Même en fac de finance finalement, on apprend à gérer des gros packs d'argent, d'entreprises, des autres, des choses comme ça, mais en fait, que t'es pas ou peu d'argent quand tu commences ta vie, que tu gagnes un petit paquet d'argent à 35-40 ans en faisant une opération, en gagnant l'auto, en je sais pas quoi, voilà. En fait, une fois que alors tu veux en faire ou tu en as, tu veux en gagner ou tu en as, il n'y a pas vraiment d'études pour la finance personnelle. Et donc, moi, mon idée avec La Martingale, c'est d'aller un peu là-dessus. Et sur le goal-based investment, on est vraiment, à mon sens, sur un sujet qui est différent, et tu vas me dire si je vois ça du bon angle, mais de tout ce qu'on nous apprend habituellement. Quand je dis différent, c'est qu'en fait, généralement, on va te dire, tu mets 200 € de côté par mois, comme ça, plus tard, tu auras tant. Voilà, où il y a des trucs risqués, il y a des trucs pas risqués. Là, tu risques pas de perdre de l'argent, et puis en fait, tu te rends compte que quand il y a une crise, tu en perds quand même. Tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas lu toutes les clauses. Il y a des trucs très risqués où en fait, tu peux bien gagner. Tout ça est très compliqué. L'idée du goal-based investment, en soi, il n'est pas vraiment, et c'est ça qui m'intéresse, il n'est pas vraiment de gagner ou de faire de l'argent, en fait. Il est de se dire, j'ai tel et tel et tel objectif dans la vie. Donc l'objectif de Lorraine, je l'ai bien compris, est de se faire une grosse teuf pour ses 40 ans. Elle a décidé ça dans ses objectifs. Moi, mes objectifs pourraient être de m'acheter je ne sais pas quoi pour mes 50 ans ou de payer les études de mes enfants. Quand tu es plus jeune, voilà, tu vas te dire je vais avoir peut-être un mariage qui va me coûter de l'argent, ou je veux mettre de côté un petit paquet d'argent pour faire un investissement immobilier. Et en fait, en se fixant ces objectifs assez tôt, tu vas répartir un peu tes revenus en disant voilà, il y a tout ça qui passe à droite, à gauche, et préparer ses objectifs pour les atteindre à une date fixée. Voilà, c'est ça, le goal-based. J'aime être taquin. J'ai commencé sur le côté éducation, mais même les professionnels, hein, quand on regarde ce qui se passe en France, notamment aujourd'hui, il n'y a pas du tout une approche véritablement individuelle, patrimoniale. Le focus de tout professionnel de la finance est très produit. Les financiers sont fascinés par la finance, et donc ils aiment bien parler de taux, de risque, de rendement, de tout un tas de structures fiscales, etc. Et on se décorrèle complètement finalement de la vie des gens. L'exemple que je donne souvent, c'est l'espace client de sa banque. Quand on se connecte à son espace client, on voit son compte courant, son livret A, son compte titre éventuellement. Donc tout un tas de produits finalement financiers avec des soldes. Et en fait ça ne traduit absolument pas sa vie. Il n'y a aucune corrélation entre tous ces montants financiers dans des poches financières et ce qu'on veut faire de sa vie. Je suis tellement d'accord. Voilà. Et une autre façon de voir les choses, c'est quand on va à sa banque ou qu'on a la chance d'avoir un conseiller financier,
Alors moi je suis client d'une banque, hein. Je reçois des mails de ma banque en permanence. Appelez votre conseiller, prenez rendez-vous, on va parler de vos projets, vos enfants, la retraite, acheter un appartement, etc. Et à la fin de cette conversation où l'entrée est effectivement sur un projet financier que peut avoir l'individu, à la fin, très vite, on retombe sur de la finance, des produits génériques, des profils de risque. Oui. Tout le monde connaît le prudent, équilibré, dynamique. Mais encore une fois, j'appelle ça la fascination financière. Mais on n'est pas du tout dans le concret, les projets des gens. C'est en fait la problématique, alors que moi j'ai sur mes autres métiers de stratégie, de réflexion, de design aussi et de création, d'expérience utilisateur en tout cas sur des sites internet et des choses comme ça, c'est que t'es pas ce qu'on appelle user-centrique. C'est qu'en fait, tu es banque-centrique. La banque, elle a quoi? Elle a des produits. Le plus simple, c'est de mettre des produits avec des cases, de se dire, quand je vends un produit, je te donne telle commission, et moi, je gagne tant par an ou par mois, etc. etc. Et en fait, être user-centrique, c'est quand même vraiment se dire, je pense à toi, tes enfants, tes projets, etc. Mais c'est quand même, bizarrement, c'est quand même très nouveau, en fait, tout ça. En fait, c'est pas du tout nouveau quand on regarde outre-Atlantique. Aux États-Unis, ça fait des décennies qu'on doit s'occuper de sa retraite. En France, on est dans un pays qui est paternaliste. L'État s'occupe des retraites. On a été biberonné pendant des décennies à des produits à capital garanti, type livret A, le fonds euro. Donc, en France, on n'est pas habitué en fait à se poser ce type de questions. Donc c'est là évidemment, quand tu me parles de ça, je pense au fonds de pension. C'est un des mots qui vient. Je veux dire, s'occuper de la retraite, c'est les retraites. On parle toujours des énormes fonds de pension, des instituteurs et des profs américains ou hollandais ou je sais pas dans chaque pays. Alors, mais ma sœur est journaliste aux US et elle ne connaît absolument rien à la finance. Quand elle a fini son diplôme, le premier truc qu'elle a fait, c'est d'aller se trouver un conseiller financier pour sa retraite et par extension, elle a une véritable stratégie de gestion patrimoniale alors qu'elle avait à l'époque 25 ans. Parce que c'est ce qu'on fait là-bas. Donc l'approche par objectif, c'est un outil pédagogique extrêmement fort qui n'est pas nouveau mais qui est nouveau en France, effectivement. Parce que, comme je disais, pour des raisons historiques, on n'a pas eu à se poser ces questions. La retraite, elle a été jusqu'à présent gérée par l'État. Est-ce que ça sera toujours le cas? Je pense que notre génération ne le pense pas trop. Pour être un petit peu technique, avec des taux à zéro, tous les produits classiques type livret ne marchent plus, donc il faut bien trouver d'autres solutions. Mais non, en soi, l'approche par objectif, elle permet de traduire un besoin client, d'être user-centric, comme tu dis. C'est absolument indispensable pour que les clients soient autonomes et qu'ils puissent prendre du risque financier quand il faut, qu'ils soient capables de comprendre ce qu'ils font avec leur argent, pourquoi telle poche est pas risquée, pourquoi telle poche est éventuellement risquée, et en fait tout simplement rester dans le langage, dans le jargon du client. Donc dans des choses vraiment très concrètes. J'ai des enfants, j'en ai un qui vient de naître, il va falloir un nouvel appart avec des mètres carrés en plus dans 3 ans, où je pense effectivement qu'il va me falloir un complément de revenu parce que je suis un artiste ou une profession libérale et je suis livré à moi-même pour la fin. Voilà, ça c'est du concret. Et je reprends l'exemple de l'espace client de la banque. Et ben en fait, malheureusement ça s'arrête. Ça s'arrête parce que on voit compte courant, compte titre, assurance vie et le lien disparaît. Moi, ce que j'aimerais avoir, et pour moi c'est un peu ça l'investissement par objectif, mais en expérience utilisateur, donc user-centric, c'est centré sur l'utilisateur, c'est potentiellement. Alors mettons que j'ai 3 enfants, en l'occurrence. Mettons que je me dis, j'imagine que leurs études vont me coûter tant, et j'aimerais, en fait, dans la vie, leur donner à 30 ans, je sais pas, 50, 100 000 euros chacun, peut-être en étant ambitieux, pour pouvoir faire un apport pour s'acheter eux-mêmes leur appart. Tu vois. Si je me dis ça aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est possible potentiellement. Le plus tôt tu te le dis, le plus tôt c'est possible. Et en fait, dans mon expérience utilisateur sur mon compte en banque, ce serait de pouvoir voir des curseurs. T'es à 12% de tes 100 000 euros sur ta fille qui a 7 ans, t'es à 4% sur ton fils qui a 1 an, etc. Et de pouvoir voir aussi en parallèle sur tes vacances de l'été prochain et de l'hiver prochain, t'as mis tant et tant et tant de côté. C'est un peu ça. Mais oui, en fait, tu me retires toute l'explication parce que
L'investissement par objectif, c'est justement ça. C'est hyper simple. En fait, toute la technicité financière derrière, on s'en fiche. Un rêve devient réalité, quoi. Mais chez Nalo, sur l'espace client Nalo, en l'occurrence, il y a les études de mon enfant Philibert, refaire la toiture de ma maison de vacances, changer de voiture, ma propre retraite. Voilà, donc on a ces poches comme ça, avec effectivement une sorte de pourcentage de réussite. Si on a chiffré un objectif, donc par exemple des études, une école de commerce, c'est on va dire 4 années fois 15 000 euros de frais. Donc c'est 60 000 euros. Et si on commence l'année de naissance de son enfant, bah c'est peut-être 20 ans d'horizon d'investissement. Donc on peut retomber comme ça dans un calibrage très financier du projet. Mais à la base, le projet, c'est moi j'ai tel âge. Comme tu dis, j'ai 3 enfants, je veux les aider à leurs 30 ans pour acheter un premier appart, et donc ça permet de quantifier ce projet en fait. S'il faut un apport de 50 000 euros, combien je dois mettre tous les mois pendant X années, voilà. Et le fait de le présenter du coup au client dans une interface qui est pensée, je ne suis pas un expert de la finance, mais c'est extrêmement parlant et on le voit. Hein, mais moi, j'étais surpris en fait à quel point c'était puissant quand on a commencé ça il y a 2 ans. Justement parce qu'en France c'est nouveau. Mais comme c'est compréhensible, en fait les gens adorent. C'est parce que ils se disent, mais je cite aux clients, on comprend enfin ce qu'on fait avec notre pognon. C'est ce qui est écrit dans des verbatim sur les feedbacks qu'on nous fait. C'est à la fois un peu perturbant. Dans le sens où ça change tellement notre modèle de pensée par rapport à l'argent et notre d'éducation qu'en fait c'est un peu flippant. C'est-à-dire que alors typiquement je prends l'exemple dont je te parlais tout à l'heure de Ramit Sethi, donc qui est un peu le grand pont américain du goal-based investment que je recommande 1 ou 2 épisodes récents sur James Altucher ou Tim Ferriss Show qui sont vraiment intéressants pour ceux qui parlent anglais. Mais le type explique par exemple que donc là-bas tu as des règles un peu différentes. Donc dans les règles c'est le mariage il doit coûter limite tu as des montants ou par rapport à tes revenus. La bague de fiançailles je crois que c'est je sais plus, je vais dire une connerie mais c'est genre 6 mois de salaire. T'as des règles un peu comme ça et lui en fait il raconte que plutôt que de faire un emprunt, ce qui est un peu prendre les choses à l'envers, pour payer la bague de fiançailles ou voilà, ce qui peut paraître en France un peu lunaire, il s'est dit dès ses 22, 23, 24 ans, je vais me mettre des objectifs là-dessus. Donc je pense que je me marierai probablement entre 28 et 32 ans, donc je vais me mettre 28 ou 29. La bague, il faut voilà, donc je me mets ces objectifs. Et en fait, il raconte à 32 ou 33 ans, il s'était toujours pas marié, mais bon, il avait déjà le budget mis de côté depuis 3 ou 4 ans sur son mariage, sur sa bague de fiançailles, etc. etc. Et puis après, tu vas avoir donc en effet tous les voyages. Il y a des objectifs courts, répétitifs, des objectifs longs qui viennent qu'une fois, comme la retraite, un certain nombre de choses comme ça. Et puis à la fin, il appelle ce que lui met de côté, enfin ce qui reste, le guilt-free money. Donc guilt, c'est la culpabilité, quoi. Donc c'est l'argent qui te reste tous les mois et que tu peux dépenser comme tu veux. Et en fait, tout ça, il y a un côté un peu hyper étriqué de, tu vois, nous latins peut-être pour une certaine partie d'entre nous en tout cas, moi je suis d'origine corse, tu vois, de se dire non mais attends ça va, tu vois, on prend les sites, tu vois, ça fait un peu peur. Ouais. Ça peut être flippant, mais moi je pense au contraire que c'est très rassurant parce que on comprend où on en est. Alors du coup, une fois qu'on comprend où on en est, on peut se dire en fait j'ai rien prévu comme il fallait, la retraite c'est pas du tout calé, mais non, le fait de segmenter son épargne en fonction d'autant de projets très précis, ça permet de rationaliser en fait l'acte d'épargner. Ça permet de comprendre où on en est. Et ça, en fait, ça permet de prendre du risque. C'est ça qui permet de prendre du risque. Ce que je dis toujours, c'est que le risque financier, ça n'est pas de perdre de l'argent. C'est ce que les gens pensent. On allume la télé le matin, le CAC 40 a perdu 3%, c'est la panique. Ouais, mais on s'en fiche. À partir du moment où on a investi pour sa retraite sur 30 ans, le tweet de Trump d'hier, il est inconséquent par rapport à ça. Ça n'a rien à voir en termes d'horizon. Le risque financier, c'est de perdre son argent au moment où on en a besoin. Ouais. Et c'est le cœur du goal-based, c'est-à-dire que si je sais que je dois changer de voiture dans 1 an, c'est un horizon qui est court. Je peux pas perdre d'argent. J'ai un enfant qui naît, des mètres carrés en plus dans un nouvel appart. C'est un projet qui est très concret. L'enfant, il est là, il grandit. À un moment, il va vraiment falloir cette chambre en plus. Donc j'ai un horizon qui est plutôt court, 3 ans.
Il s'agit pas que je mette de l'argent de côté et que les marchés se cassent la figure 3 mois avant d'aller chercher mon prêt immobilier. C'est ça. Parce que quand on épargne pour un appart, l'idée c'est qu'on solde cette épargne quand on va chercher le prêt. La retraite, c'est autre chose. La retraite, c'est peut-être 30, 40 ans d'épargne. Et le jour où on prend sa retraite, on solde pas le compte. En fait, c'est un pactole qu'on vient ponctionner tous les mois avec un complément de revenu. Et il faut faire vivre ce pactole pendant plusieurs décennies de retraite. Donc, tout ça pour illustrer le fait que ces poches, ces objectifs, ils ont il y a une consommation de l'argent à la fin qui est différente. Et donc, en fait, il y a une gestion financière et une gestion de risque qui doit être différenciée. Mais encore une fois, tout ça, quand on le fait bien, c'est invisible pour le particulier. C'est notre métier, en fait. C'est de rester en permanence dans un jargon qui est familier pour le client, pour qu'il comprenne, en fait, à quoi va servir son argent, qu'il comprenne que c'est normal d'avoir une épargne de précaution qui a peu de risques, qui a de la retraite qui a beaucoup de risques parce qu'on est jeune, peut-être. Voilà. Et que tout ça, c'est normal, le risque, finalement. Et qu'il y a des cas où on peut en prendre beaucoup et des cas où il faut pas en prendre. Donc, si je dois voir ça un peu comme j'allais dire un entonnoir, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas dans le time frame, la manière d'avancer dans le temps, plus t'es loin de l'objectif, plus tu peux prendre des risques, plus t'es proche, moins t'en prends. Oui. Parce qu'évidemment, perdre 30% la veille d'acheter ta voiture à 45 000 euros, bah, il te reste plus que... En fait, encore une fois, je trouve ça assez rigolo d'épargner pour sa bague de fiançailles et autres, mais en fait, ça a vraiment du sens. Le jeu classique en France consiste à mettre des gens dans des cases, mais des cases très macro, c'est-à-dire que, et je pense que les auditeurs seront familiers avec ça, on va voir son conseiller, on a un petit questionnaire réglementaire obligatoire, et à la fin on dit monsieur, vous êtes prudent ou vous êtes un profil équilibré. Mais en fait, ça c'est totalement faux, parce que comme je viens de l'expliquer, en fait, on peut être à la fois très prudent sur certaines choses et à la fois très aventurier, où il y a d'autres projets où il faut prendre du risque. Et je pense que c'est important du coup peut-être de rentrer un petit peu dans le sujet risque, justement. Ça peut être paradoxal, mais un enfant qui vient de naître, si on veut préparer son avenir, l'horizon il est très long malgré tout. Il y a une première échéance à 18 ans après le bac, ensuite il y a peut-être l'école à 20 ans, peut-être que c'est justement un appartement à 30 ans. Soi-même, quand on entre dans la vie active et qu'on n'a pas d'argent, il faut prendre beaucoup de risques, parce qu'on a toute la vie devant soi. Évidemment, on peut espérer être en bonne santé et avoir un salaire qui va augmenter tout au long de sa vie. Donc, si on regarde la valeur présente de tous ces revenus futurs, en fait, on est déjà très riche. Donc, on a déjà une capacité de prise de risque quand on est jeune. C'est pas pareil quand on est vieux. Quand on est vieux, justement, cette phase de collecte, le salaire, il va s'arrêter parce qu'on va partir en retraite. Donc, quand on est jeune, il faut prendre des risques. Et ça peut être consensus. Oui, c'est ça, sachant que c'est compliqué, parce qu'aussi quand t'es vieux, souvent je sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais souvent, en tout cas, dans le monde moderne, tu gagnes plus, et potentiellement t'as moins de charges à un moment où t'as plus tes enfants à charge, etc. Donc il y a un moment où il y a une sorte de peut-être décennie où en fait t'as quand même un truc, bon, peut-être souvent peut-être un peu tes enfants, mais il y a quand même un peu de ça. Ce qui est intéressant, pardon. Ouais, non, je rajoutais un exemple qui, je pense, est encore plus parlant dans le côté paradoxal. Il y a un sondage qui est sorti récemment et qui dit que pour 2 tiers des Français, l'épargne, c'est de mettre de l'argent sur son livret A. Et en fait, c'est vraiment inquiétant, parce que les livrets A, ça rend plus rien. Voilà. C'est pas de l'épargne. Il y a une sorte de fascination pour le fait que ce livret est exonéré d'impôts. Mais à partir du moment où il gagne 0, en fait, on perd de l'argent avec l'inflation sur le long terme. Je reprends ce que tu dis. Donc, comme aujourd'hui, les taux sont proches de 0, c'est combien sur un livret A ? Alors, le livret A, en soi, il gagne, on gagne 0,75% par an d'intérêt, exonéré d'impôts. Voilà, c'est ça. Bon, donc, or l'inflation est potentiellement supérieure à ça, donc du coup tous les ans tu vas perdre littéralement de l'argent avec un livret A. Exactement. Toutes les banques centrales du monde, alors peut-être qu'on changera de paradigme, mais elles cherchent à orchestrer, on va dire, l'économie pour qu'on ait un taux d'inflation d'à peu près 2% sur très longue période. Donc si on reste sur un référentiel de 2% annuel de taux d'inflation, tout produit d'épargne qui gagne moins, en fait, il perd de l'argent. En quelque sorte, on perd en pouvoir d'achat. Mais il y a un élément intéressant aussi, c'est que l'épargne moyenne des Français, elle dort dans des livrets pendant plus de 8 ans. Parlons d'épargne de précaution.
L'épargne de précaution, c'est quoi? L'épargne de précaution, c'est pas de la trésorerie, c'est pas du tiens, en fait, je vais aller au cinéma un peu plus ce mois-ci, etc. Non, l'épargne de précaution, c'est je me casse une jambe, ma voiture tombe en panne, j'ai un souci de santé important. C'est de l'argent qui est là au cas où. Au cas où, ça veut dire qu'en principe, on va pas s'en servir. On va pas s'en servir, ça veut dire que l'horizon d'une épargne de précaution, donc horizon d'investissement, en fait, il est infini. Il n'y a pas de fin. On parlait d'enfants tout à l'heure, voilà, une échéance à 30 ans, il y a un horizon qui est fixe. L'épargne de précaution n'a pas d'horizon. Et donc, en fait, ça veut dire que il faut surtout pas le mettre dans un livret, cet argent. Une épargne de précaution, en fait, elle doit être investie avec une certaine proportion de risque. Alors après, il y a des calculs savants mathématiques, financiers. À chaque instant, il y a une probabilité de se servir de cet argent. Et on peut le calculer, on peut calculer cette probabilité, mais la probabilité qui ressort est majoritairement que en fait cet argent ne va pas servir et donc on perd de l'argent à ne pas l'investir. Tu vois, donc encore une fois là je suis très technique, mais dans l'interface chez nous par exemple, on parle d'épargne de précaution et on rentre pas dans le détail du mécanisme financier, la quantité de risque qu'on va y mettre, etc. Mais encore une fois, je disais tout à l'heure que moi-même j'étais surpris quand on avait lancé l'offre. Ce qui est assez magique dans le goal-based, à partir du moment où on écoute les gens, c'est-à-dire qu'on collecte des informations les concernant, leur revenu, leur âge, le nombre d'enfants, etc. Et qu'en quelques minutes, on est capable de leur proposer un investissement qui est fait sur mesure, à la volée, par rapport à un projet précis pour eux et pas leurs voisins, ça met les gens en confiance. Parce qu'ils se disent, j'ai enfin quelqu'un qui a compris qui je suis et ce que je veux faire. Il y a quand même un truc pas cool que vous faites avec Nalo, mais vraiment pas cool. C'est que moi, je commence à m'intéresser à tout ça depuis que je fais la martingale. Et du coup, j'ai envie d'acheter des bitcoins. Je me dis, tiens, je vais m'acheter des lingots d'or. Tiens, voilà. Mais en fait, ça, vous me retirez tout ce trip, quoi. Parce que c'est vous qui le faites pour moi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est plus moi. Ou alors, je le mets dans une poche encore à part, qui est la mienne, sur mon petit trip financier, où je me dis, bon, tiens, je vais essayer de gagner sur ce machin. Mais si je le mets chez vous, c'est vous qui prenez cette gestion, entre guillemets. Oui, alors c'est intéressant, on touche un petit peu à la finance comportementale et tous les biais cognitifs. Effectivement, on pense, nous, que la bonne pratique est de déléguer la gestion à un tiers. Mais que ça peut être son cousin, ça peut être un conseil automatisé comme le nôtre, ça peut être un gérant. Voilà. Mais le fait d'avoir un tiers, ça permet de se prémunir de toutes les folies qu'on peut être tenté de faire. Non, et puis je suis assez d'accord, je veux dire... En fait, le faire soi-même, c'est tellement complexe, long et en apprentissage et même en temps à passer. Je veux dire aussi, moi, tous les mois, je me dis à la fin du mois, je vais acheter un quart de bitcoin, un huitième de lingot d'or, un machin, un truc. Enfin, comment je fais en fait? Techniquement, c'est pas si simple, quoi. Enfin, d'ailleurs, je sais pas même pas si c'est possible ou s'il faut y prendre une journée entière, quoi. Alors après, je pense qu'il faut pas complètement exclure ce qu'on appelle en économie l'utilité de l'individu. La courbe d'utilité, donc en français, ça veut dire tu me fais peur. Là où les gens ont un intérêt, quoi. Ça peut être un hobby de gérer sa finance. Mais je suis d'accord. Oui. Mon grand-père a vécu très longtemps en jouant sur le CAC 40. Il a acheté son premier Mac, son premier ordinateur, il avait 90 ans. Il n'avait jamais touché un ordi de sa vie et il l'a fait parce qu'il avait marre de payer des frais à la BNP pour passer des ordres en agence. Et je pense que ça l'a maintenu en vie. Parce que c'était, il y avait un intérêt intellectuel. Il allumait France Info quatre fois par jour et ça l'amusait de comprendre. Voilà, est-ce que je prends du Vinci, est-ce que je prends du Renault. Donc, il peut vraiment y avoir un intérêt intellectuel. Et alors moi, je pense que c'est bien, même pour nos clients, de comprendre ce qu'on fait. Idéalement, il faut que les gens soient autonomes. Il y a une différence entre se prémunir de biais comportementaux et d'être complètement aveugle. Plus on comprend, plus on est à même de prendre du risque. Et il faut prendre du risque. Mon message, il est très clair. Aujourd'hui, il faut prendre du risque. Il faut savoir comment le prendre, quelles sont les bonnes proportions. Et ça, effectivement, c'est très compliqué. Et je pense que c'est là où nous, on est un intermédiaire ou un partenaire, justement, de confiance parce que on traduit cette nécessité dans un langage qui est tout à fait compréhensible par quelqu'un qui n'y connaît rien ou qui ne veut pas y passer du temps. Alors, il y a quand même un truc que je réalise en parlant donc d'investissement par objectif, pour utiliser le terme français, qui est assez intéressant, que j'avais pas complètement poussé jusqu'au bout en termes de raisonnement intellectuel. C'est que, en fait, quand alors je pense que c'est quand même le pire truc à faire, emprunter pour une voiture, parce que t'empruntes pour une voiture, tu payes un truc qui se dévalorise, c'est compliqué. Mais quand tu empruntes pour quelque chose, dans l'absolu, tu vas payer des intérêts. Donc, tu vas payer plus cher l'objet ou le service que tu vas prendre,
Alors que quand tu le fais par avance, il y a un potentiel inverse. C'est-à-dire que le levier, c'est tout, entre guillemets, normalement, toi qu'on va payer pour prévoir tout ça. Ouais. Alors, en effet, la problématique, c'est que tu dois le prévoir quelques années, quelques mois à l'avance, enfin, tu vois, tes vacances ou des choses comme ça, plutôt que, donc, il faut dire qu'au début, quand t'as 25 ans, 24 ans, que c'est 23 ans, que c'est tes premiers salaires, faut te dire, bon, attends, j'attends 2-3 ans, 4-5 ans avant de commencer à me faire plaisir, peut-être, mais en l'occurrence, assez rapidement derrière, je vais pouvoir commencer à vivre autrement. Ouais. Ouais, non, alors l'exemple de la voiture, c'est intéressant. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple. Mon prof d'éco, Monsieur Perriot, en seconde ou en première, m'a dit le pire truc à investir, à acheter en emprunt, c'est la voiture. Non, c'est vrai. En soi, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que dès qu'on ouvre la portière d'une voiture neuve, on a perdu 20% de la valeur. On tourne la clé dans le moteur, enfin, on fait partir le moteur, on a perdu 20% alors que la voiture n'a pas roulé 300 mètres. Je suis d'accord. Maintenant, l'exemple de l'entreprise, une entreprise, elle peut emprunter de l'argent à sa banque parce qu'elle va acheter du matériel pour son usine, parce que ça va lui permettre de produire et donc de faire un bénéfice. Oui. Donc, si on rapporte aux particuliers, certains foyers, même ils ont besoin de la voiture pour aller travailler, et donc ça peut avoir du sens d'emprunter pour avoir cette voiture, pour avoir son salaire, pour pouvoir épargner. Ok. Voilà. Mais on est bien d'accord. Idéalement, le premier objectif de tout foyer, c'est de sortir de l'endettement. C'est de prévoir le plus tôt possible l'ensemble des échéances. Encore une fois, moi je pense que c'est plutôt rassurant. Il vaut mieux voir la réalité en face et de comprendre où on navigue. Et une fois qu'on peut éviter d'emprunter, effectivement, on sort la tête de l'eau et là, je pense que l'horizon s'éclaircit. Mais c'est pareil, l'appartement. Alors effectivement, l'appartement, notamment dans un pays comme la France où il y a un manque structurel de logement, les prix depuis très longtemps maintenant sont maintenus artificiellement élevés, voire continuent à augmenter. D'ailleurs, je crois que tu as un épisode qui parle de ce sujet. Fantastique, ouais. Un épisode qui est sur l'immobilier peut-il se casser la gueule, je crois, je sais plus, se péter, se casser la gueule. On l'avait changé parce que péter la gueule, je crois que ça faisait trop vulgaire, donc on avait mis casser, mais je sais pas si c'est mieux. Et voilà, avec Philippe Letrin, qui est vraiment, ceux qui l'ont pas écouté, je vous recommande ça parce que pour rebondir sur ce que tu dis, juste une chose assez récente que j'ai réalisée, mes parents par exemple ont acheté un appartement à Cherbourg en Normandie qui en fait sur les 20 ans sur lequel ils l'ont payé, 15 ans je sais pas, enfin voilà, n'a pas pris de valeur. Et donc quand au bout de 20, enfin je dis pas, c'est peut-être 10%, mais enfin rien en fait sur la durée. Et quand au bout de 20 ans ils doivent refaire l'appartement et que ça leur coûte 50 000 euros, enfin je dis 50 mais c'est pas loin d'être quelque chose comme ça, bah finalement ça pète toute la rentabilité parce que en fait le truc au bout de 20 ans leur coûte vraiment littéralement de l'argent. Alors que quand tu achètes dans des grosses agglomérations et en particulier la région parisienne, tu achètes un truc qui vaut très cher. Alors c'est ce qui s'est passé. Après, est-ce que l'avenir va continuer comme ça ? J'en sais rien et c'est ce dont on échange là-dessus. Mais au moins, moi sur l'appartement que j'ai pu acheter en 2012, je viens de déménager, j'en ai pris un autre, j'ai dû prendre 20%, tu vois, un bon large 20%. Donc sur des prix beaucoup plus chers, c'est vraiment très intéressant. Là, peu importe que tu aies fait 50 ou 100 000 euros de travaux, de toute façon, c'est toujours amorti. Quoi. Non, mais alors, je vais revenir sur la notion de risque et je pense que le risque est très mal compris en France. Et pas parce que les gens sont bêtes, c'est parce que structurellement, en fait, on n'a pas été exposé nécessairement de la bonne façon au risque. Donc, je disais, l'immobilier, les prix sont maintenus élevés de façon artificielle. L'État, encore une fois, s'occupe des retraites, etc. Mais il y a tout un tas de risques qu'on n'explique pas. Dans l'immobilier, il y a une fascination pour la pierre en France, moi qui m'étonne. L'immobilier, c'est un produit qui est illiquide. Alors, c'est bien d'avoir sa résidence principale, mais au-delà de ça, quand on met de l'argent dans un appartement, il faut pouvoir le revendre. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai des amis en 2008 qui avaient un appartement à Orléans. Ils ne l'ont jamais revendu. Et à date, donc ils ont décidé de le mettre en location. Voilà, c'était la solution de secours, mais ils perdent de l'argent. On est en 2019. Donc, tu dis ils perdent de l'argent, c'est-à-dire tous les mois. C'est-à-dire que la valeur de cet appartement vivote effectivement autour de la valeur d'achat, voire en dessous, et il y a
pas nécessairement d'acheteurs. Mais il y a un truc en France quand même. Alors là-dessus, ça doit être ma limite. Quand tu achètes de l'immobilier, c'est quand même un des rares endroits où tu peux leverager, où tu peux emprunter, notamment de l'immobilier locatif, et dire bon ben j'ai 15 000, je vais acheter un truc à 150, et puis tous les mois en fait il va se payer tout seul par les locataires. Donc finalement ok, à la fin, peut-être que le truc vaudra plus, qu'il valait 150, il en vaudra plus que 120 parce que c'est descendu, ou même 100, mais si c'est payé par les locataires dans l'absolu, bon, c'était une grosse version de travaux, comme je disais, ça casse un peu la rentabilité, mais dans l'absolu, t'es quand même gagnant. Alors, si on arrive à faire ce type de montage, oui. Encore une fois, il faut perdre de vue que il y a un rapport entre le prêt immobilier qu'on octroie et la valeur du bien. Idéalement, il faut quand même que la valeur du bien reste plus importante que la valeur du prêt, sinon aucun intérêt de rembourser le prêt. Tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir faire ce type de montage parce qu'il faut un niveau de salaire, malgré tout, même si l'appartement est autofinancé, la situation de l'individu va être scrutée par la banque pour avoir le prêt. Je pense qu'il y a un curseur intéressant, l'immobilier net du prêt. Donc, mettons que j'ai un appart qui vaut 100 000 et que j'ai un prêt de 80, le net, c'est que ce package, il vaut 20 pour moi. Dans un patrimoine, l'immobilier doit représenter entre, je pense, 5 et 30% grand max du patrimoine global. C'est-à-dire que les 70% restants, et principalement pour des problèmes de liquidité, en fait. C'est-à-dire que si 70% du patrimoine est loqué dans de l'immobilier, c'est colossal. Moi, j'ai des parents qui ont toujours fait le choix. Alors justement, je parlais d'utilité tout à l'heure. J'ai des parents qui voulaient vivre dans un beau logement où ils se sentaient bien chez eux, avec un grand jardin. Moi, mes parents ont tiré le diable par la queue pendant certaines années parce qu'à un moment, ils avaient le couteau sous la gorge en termes de volume de prêts à rembourser. Ils avaient la quasi-totalité du patrimoine en immobilier. Et c'est le cas de génération de parents avait vraiment passé par là. Et donc, ça fait des cheveux gris, ça fait des nuits sans sommeil, ça fait des vrais problèmes de gestion de trésorerie à court terme quand les enfants sont à l'école, etc. Et qu'il faut payer la scolarité. Et donc, en réalité, il faut, pendant la phase de collecte de sa vie et encore plus tard, il faut avoir des valeurs mobilières, il faut avoir de l'épargne qui soit flexible. Je me permets de reformuler ce que tu dis parce que c'est une réalité, je crois, dans certaines familles riches en patrimoine. Mais en fait pauvre en cash flow. En fait, tu arrives sur des situations lunaires où finalement tu vas avoir 4 appartements, une maison fat, limite une belle voiture, et à la fin tu n'as quasiment plus de quoi te payer à bouffer quoi. Et ça arrive notamment à cause de la part trop importante de l'immobilier. C'est un peu ce que tu dis. Oui, après les gens en France se plaignent peut-être à juste titre de l'impôt. Mais il y a des années maintenant, je me souviens des histoires à l'île de Ré où l'immobilier décollait parce que on avait construit un pont, il y avait le train, tous les Parisiens débarquaient et achetaient des propriétés, et donc les locaux en fait n'arrivaient même plus à payer les impôts fonciers. Ils n'avaient pas le cash flow pour financer en fait la partie immobilier de leur patrimoine. Donc ce sont des exemples extrêmes, mais le risque de liquidité, c'est-à-dire le fait que son patrimoine soit bloqué en fait dans des produits qu'on ne peut pas vendre. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On peut parler de crowdfunding, on peut parler de private equity, il y a tout un tas on parle de crypto, il y a tout un tas d'actifs comme ça nouveaux qui arrivent. Certains sont extrêmement liquides, d'autres ne le sont pas. Et je donne ça comme exemple pour essayer d'illustrer ce risque de liquidité qui est un terme financier. Les crypto-monnaies sont très liquides, c'est-à-dire qu'on peut vendre le lendemain, instantanément. L'immobilier n'est pas un produit liquide, le private equity n'est pas un produit liquide. Ce qui se passe par exemple quand parce que en fait la réflexion de base, je pense, de nous tous sur l'immobilier, c'est de se dire attends, oui, mais il est bien gentil le Guillaume Denalo là, mais il me dit tout ça. Maintenant, moi, quand j'ai l'immobilier, à la fin de la journée, j'ai quand même, si j'en achète 3 pour un emprunt très longtemps, dans 20 ans ou dans 30 ans, quand mes enfants seront en âge, ils auront au moins un petit appartement ou un petit truc, et puis je l'aurais peut-être pas payé cher, et puis ça m'aura. Donc plutôt que de faire du goals based, je peux faire ça parce que j'aurai toujours ça pour eux.
ce que je veux dire là-dessus, c'est que tu te dis, il y aura toujours un toit, tu te dis, il y aura toujours tout ça, alors que c'est un peu le raisonnement logique, très sécuritaire des personnes qui font ça. Le problème inverse, c'est qu'en fait, quand tu parles de liquidité, pour mettre ça de manière très concrète, c'est que ça t'empêche, en faisant sur des raisonnements comme ça, d'avoir alors peut-être déjà un argent accessible immédiatement en cas de problème ou en cas de voilà, mais même de te faire d'autres objectifs qui peuvent être tout simplement de kiffer ta vie et de te dire, je veux me payer un Club Med tous les 3 ans parce que c'est ce qui me fait kiffer, ou je veux me payer un grand voyage avec mes enfants, je sais pas où, ou je veux m'acheter telle ou telle chose et avoir. Ça me fait penser aussi au biais de domiciliation. On a tendance à investir dans les choses qui nous sont familières, qu'on comprend. Donc l'immobilier, voilà, il y a un immeuble, une maison, c'est du béton, il y a de la pierre, on comprend le truc, il est devant nous, on se dit ça a forcément de la valeur. Le CAC 40 est l'indice boursier national. Alors ceux qui investissent en bourse on sent beaucoup trop tendance à investir sur le CAC 40 parce que c'est l'indice français. C'est un très mauvais indice. Le CAC 40 est un très mauvais investissement parce qu'il est beaucoup trop concentré. C'est seulement 40 capitalisations, donc c'est les 40 plus grosses boîtes de France. C'est beaucoup trop concentré. Oui, c'est sûr que le S&P c'est 500, ça en a voilà. 500, donc je mélange un petit peu différentes notions, mais donc le schéma français, ça serait de dire en fait la bourse c'est très mauvais parce que le CAC 40, il y a eu 2008, je me suis fait rincer, etc. Je vais rester sur la pierre. Oui, parce que encore une fois, je reparle sur le fait qu'on a été mal éduqué sur ce que c'est qu'investir. Et en fait, investir, ça veut pas dire le CAC 40. Investir, ça veut dire l'ensemble des places boursières du monde, sur l'ensemble des classes d'actifs du monde. Donc, des actions, mais de l'obligation. Il peut y avoir de l'immobilier et des boîtes comme Nalo qui automatisent un petit peu, qui simplifient cet accès en fait à la performance des marchés. Un portefeuille de clients chez nous, c'est des milliers d'entreprises. C'est vraiment effectivement le S&P 500 aux États-Unis. Le CAC 40, on n'en fait pas parce que c'est trop concentré. On fait l'Eurostock 600. Donc, ce sont les 600 plus grosses boîtes d'Europe. Mais on fait de la dette d'État zone euro, on fait la dette de l'État américain. On est sur la palette complète et du coup, c'est pour ça que je dis qu'il faut sortir en fait de ce fantasme tout pierre. Maintenant, il y a des solutions qui existent où en quelques clics, on va avoir accès à quelque chose d'ultra personnalisé, de correctement calibré, qui va prendre en compte tous les risques qui sont pas nécessairement perçu, mais il y en a toute une liste. Donc j'illustrerai longuement là le risque liquidité. Ce sont des solutions d'investissement qui vont épouser le besoin de l'individu sans qu'il ait à s'embêter de toute la complexité de mise en œuvre. Quand je vois que, je crois que c'est Google au moment où on se parle, mais là on enregistre en novembre 2019, a pris 30% depuis le début de l'année, moi ça me fait halluciner. Et tu te dis par rapport à en effet tous ces indices et tout, alors si tu prends les GAFA en moyenne, c'est quand même assez fou. Tout ça me fait quand même à la fois beaucoup réfléchir et je me dis qu'il faut prendre des pincettes parce que quand je t'écoute en fait, moi je suis entrepreneur, donc je suis quand même en mode full risk on, tu vois. Et donc toi tu dis il faut prendre des risques et quand j'entends ça, je me dis ouais il a raison, tu vois. Enfin je vais acheter demain, j'achète des bitcoins, je reprends l'approche de ce que j'ai appris sur la martingale depuis le début. Je vais acheter, je sais pas, alors j'ai pas encore fait sur les arbres, mais du pinard, des bitcoins et puis des lingots d'or. Et je mets tout là-dedans. Et c'est surtout pas ce que tu es en train de dire. Alors déjà, je vais faire un point important. Je le dis pas assez sur ce podcast, mais l'objectif de la martingale est vraiment pas de vous donner des conseils. C'est plus de vous guider, de vous dire vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas en ce qui me concerne, je peux pas être légitime là-dessus parce que je m'y connais pas assez en finance et légalement aussi c'est on va dire une implication trop importante que je veux pas avoir. Donc je tiens à le dire à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est plus de découvrir le monde de la finance personnelle. Après chacun fait ses arbitrages. C'est vraiment important de le dire. Après ce que tu dis toi et ce que j'entends, c'est que beaucoup de gens sont beaucoup trop dans la sécurité. Et qu'en fait, il faut savoir mettre quand même une belle part de risque
dans tout ce qu'on fait, comme tu le disais, sur cet argent alors je sais plus comment tu l'appelles, l'argent que tu mets de côté au cas où. L'épargne de précaution. L'épargne de précaution, par exemple, qui a un horizon infini. Enfin, et savoir bien le placer, ce risque, mais il faut savoir en prendre, quoi. Parce que souvent, comme sur l'argent qu'on a gagné, on se dit, attends, j'ai 45 ans, j'ai réussi à avoir un patrimoine de 300 000, 3 millions, 50 000, peu importe. C'est un peu ton petit pactole, tu t'en prends soin comme machin, donc tu prends zéro risque. Et ça, c'est la connerie. En fait, il faut vraiment comprendre ce qu'on fait. Un particulier, quand on dit que les Français ont peur du risque, c'est vraiment totalement faux. Et en fait, nous, on le voit tous les jours chez nous. À partir du moment où on explique ce qu'on fait, dans un langage qui est compréhensible du client, le client, il prend du risque. Il est content. Et chez nous, ils sont vraiment très contents. Une anecdote, aujourd'hui, on a une offre qui est entièrement B2C. C'est-à-dire qu'on interagit directement avec les clients finaux. Mais on discute avec des banques privées, d'autres assureurs en permanence pour voir s'il n'y a pas des opportunités de collaboration, donc du B2B ou du B2B2C, pour parler un peu jargon. Donc par exemple, banque privée, il y a quelque temps, le directeur des investissements me charriait en disant mais Guillaume, arrête ton char, c'est bon, quand les marchés vont se casser la gueule, toi aussi tu vas avoir des clients qui vont t'appeler en disant mais c'est quoi ce bordel, vous gérez n'importe comment, je perds de l'argent. Et ça nous est jamais arrivé. En 2018, il y a eu une année pas catastrophique, mais ça a été une année un peu compliquée dans les marchés. Et quand on regarde les portefeuilles les plus risqués des gérants en général, c'est un marché où on a perdu une dizaine de pourcents. Entre les meilleurs, ça a été du moins 7% sur l'année. Il y a eu du moins 15, du moins 20 chez les mauvais élèves. Et ça a été le cas chez nous aussi. Nos portefeuilles les plus risqués en 2018 ont perdu de l'argent parce que voilà, c'est le marché, parfois il monte, parfois il baisse. Mais nos clients étaient ravis. Et pourquoi ? Parce que ils avaient on a un top 3 chez nous en termes de projets concrets. Le premier projet, c'est la retraite. Le deuxième projet, c'est l'épargne de précaution. Et le troisième projet, c'est préparer l'avenir de son enfant. Il n'y a pas le Club Med. Alors, les gros stuff à 40 ans, c'est pas le projet prioritaire. Mais il y en a aussi. Et il y a pas non, je dis Club Med, pardon. Donc j'ai bien compris, retraite, précaution et enfant, on va dire. Donc, mais c'est pour tout ça, ça me semble hyper long terme. Enfin, je veux dire, tu vois, moi, si je m'orientais sur ou quand je vais m'inscrire à un Allo, je mettrais aussi forcément des objectifs court terme, voire très court terme, parce qu'en fait, je trouve ça assez chouette de pouvoir me dire, attends, tu te poses plus la question de savoir, en fait, je sais que je veux, je sais pas, mettre 5 000 euros sur mes vacances tous les étés, et je sais que je veux en mettre, je sais pas, un peu moins tous les hivers. Bon, et ben, du coup, j'ai plus à penser à me dire, attends, est-ce que j'aurai assez, est-ce que je peux... Non, en fait, je sais que mon budget, il est de temps, il peut augmenter d'année en année, etc. Mais c'est un cycle très court, en fait, que tu mets... pas sur 10 ans, enfin, si. Ouais. Non, alors, il faut prendre en compte un changement de comportement de la population. Évidemment, nous, on appelle de nos voeux que ça aille très vite, mais faut, encore une fois, ne pas oublier d'où on vient. On vient d'un monde où on va voir son conseiller, qui est payé pour vendre des produits. Il touche des primes en fonction du volume de produits qu'il vend. Il n'est pas du tout là pour aller dans la finesse du conseil. Souvent parce qu'il n'est pas formé pour. En banque de détail, les conseillers sont pas des conseillers en gestion de patrimoine. Ce sont pas des banquiers privés. Après, il y a des maisons où on paye beaucoup plus cher et on a un accès à un conseil qui est plus précis. Mais ça reste, vous êtes un profil équilibré. Voilà, on vous a mis dans la case 3. Vous êtes case 3. Ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire. Et donc, il va y avoir ce changement d'usage. Aujourd'hui, du coup, les clients chez nous ils restent quand même dans une logique d'étapes de vie fondamentales, qui sont l'appart, les enfants, la retraite, les cas en cas de coup dur. Mais alors, c'est pas des bagues de fiançailles, mais on a des personnes qui, effectivement, ont tout compris, trouvent ça absolument génial.
et ont tout un tas de projets chez nous assez rigolos, quoi. On a vraiment un projet refaire ma toiture de la maison du Larzac. C'est un projet qui existe chez nous. On a acheté, je sais pas, mon Aston Martin ou des choses beaucoup plus terre à terre comme je sais pas, changer effectivement ma Lada, quoi. Je caricature, mais il y a des personnes qui ont des projets très spécifiques. Mais quand je parle dans les grandes masses, il y a déjà une première segmentation. Et simplement, juste pour terminer mon exemple avec non, mais en fait, la banque privée. Il est important cet exemple, pardon, mais c'est pour ça que je tiens à prendre des extrêmes. Parce que, alors, tu vas me dire si j'ai tort, mais ce que je me dis, c'est que, en fait, si j'ai ces objectifs à très court terme, qui sont ces vacances, je dis Club Med, ça peut être un autre, hein, en France, c'est et ces trucs à très long terme, a priori, ce que je pressens, c'est que normalement, si ton truc est bien foutu, tu vas pas me péter mes vacances dans 2 mois. Exactement. Même si le marché se dégomme complètement, tu vas pas me péter mes vacances dans 2 mois. Et en revanche, si, et je te laisse, mais c'est juste pour comprendre, et là où je trouve ça quand même assez fantastique finalement, cette retraite, bon, bah, tu vas me dire que j'étais à 7% de mon objectif de ma retraite, je vais descendre à 6 peut-être si le marché s'est vraiment cassé la gueule et que ça a perdu 10% ou 6, je sais pas combien. Mais en fait, mentalement, moi, comme je suis pas dans cet état d'esprit de me dire j'ai perdu tant d'argent, je me dis en fait ça change rien sur ma retraite. C'est un peu ça, non, l'idée. Mais oui, même les personnes qui sont assez frileuses, le fait que sur notre espace client, quand je parle de ces top 3 projets, mais parlons simplement de la retraite versus l'épargne de précaution, des personnes qui n'y connaissent rien, fin 2018, ils ont compris ce qui se passait. Ils ont vu effectivement que leur compartiment retraite, bah, il avait pris un peu de plomb dans l'aile parce que les marchés avaient été difficiles, mais ils ont vu en même temps que l'épargne de précaution, elle n'avait pas bougé quasiment pas. Et ça, c'est un truc qu'ils n'ont jamais vu avant en France. C'est pas quelque chose qu'on voit sur son espace client. Voilà, on voit pas ça sur son espace client bancaire. Et donc, c'est là où je disais tout à l'heure que c'est un outil pédagogique extrêmement fort. En fait, c'est la démonstration que notre valeur ajoutée n'est pas la même valeur ajoutée qu'une banque privée ou qu'une banque de détail qui vend quoi ? Qui vend de la perf. Qui vend cette espèce de nébuleuse que les gérants, ils sont bien formés, ils ont accès à tout un tas de systèmes informatiques et ils vont battre les marchés. Ils vont savoir naviguer toutes les complexités financières. Ils vont savoir prédire peut-être que les choses soient claires. Hein. La boule de cristal, elle n'existe pas. La bonne façon de gérer son patrimoine, c'est effectivement de gérer par le risque, mais personne ne sait prévoir l'avenir. Et à partir du moment où les banques privées sont dans un jeu, enfin les banques privées, mais tous les acteurs traditionnels, et c'est pas, oui, je suis taquin, mais le monde a changé. Ce qui faisait marcher dans les années 50, quand il n'y avait pas d'informatique, quand il fallait bien lire des bilans d'entreprise pour essayer de comprendre la valeur intrinsèque, etc., et prendre des vues sur les marchés, ce métier-là, dans les années 50, ça avait du sens. Mais dans un monde de trading haute fréquence, où l'information se diffuse de façon instantanée parmi tous les acteurs du marché, et en fait, il n'y a pas de valeur ajoutée maintenant dans des marchés extrêmement liquides, instantanés, à dépenser du temps et de l'argent à essayer de le battre, ce marché, cette promesse, en fait, elle est obsolète maintenant. Et donc, effectivement, une banque qui targue la qualité de ses gérants dans une mauvaise année, bah, ils ont des clients qui appellent en disant « Je comprends pas, comment se fait-il que mon portefeuille ait perdu 10% ?» Nous, notre promesse de valeur ajoutée, c'est pas juste de faire de la perf, de la perf, de la perf. Alors évidemment, le juge de paix, c'est quand même qu'à terme, le client ait gagné de l'argent, sinon on n'a pas fait notre métier. Mais notre promesse, c'est d'accompagner de façon absolument personnalisée chaque besoin client, chaque projet. Et dans un jargon qui est compréhensible, qui du coup n'est pas anxiogène, et qui, en fait c'est ça, quand on comprend ce qu'on fait, quand on parle un langage qui est clair, on est prêt à prendre du risque. Et la démonstration la plus criante, c'est que on a des clients qui sont dithyrambiques sur notre service, qui sont des personnes qui ne connaissent rien à la finance, mais simplement parce que on a su créer une ergonomie simple, explicative, pédagogique, ils disent ben ça y est, je sais ce que je dois faire. Et t'es dans du alors on parle de robot advising ou robot advisory, enfin, t'es dans une gestion qui est faite par des algorithmes. Alors il y a beaucoup de fantasmes sur le sujet. Ouais. En simple, oui, il y a de l'algorithme, oui, il y a de la technologie. Non, ça n'annonce pas la disparition de l'humain.
L'humain est très bon pour certaines choses et il est très mauvais pour d'autres choses. Mais est-ce qu'il y a des actes d'achat et de vente qui sont faits automatiquement chez vous? D'accord. Oui. Dans un autre podcast, je sais que vous avez parlé de ça, on a une approche qui est très... qui se veut systémique et quantitative, dans un but de limiter l'intervention humaine contre-productive. Notamment, je parlais de biais cognitifs, un gérant lui-même a ses propres biais cognitifs. Quand on va dans une banque privée en tant que client mystère, on fait 5 banques privées, on va se faire proposer 5 allocations d'actifs, donc 5 propositions d'investissement plus ou moins sur mesure, qui seront différentes. C'est étonnant, mais en fait non, parce que le conseiller en face, il a ses propres biais. Un conseiller qui sera agressif, qui sera aventurier, il va proposer des allocations un peu plus risquées que le conseiller qui est très précautionneux. Et donc, l'algorithme est bon parce que il n'est pas biaisé. Il est froid. Il est systématique. Il va être beaucoup plus efficace. Il dort jamais. Il est instantané. Donc, ça permet, en fait, à une machine d'être plus efficace d'un point de vue coût sur toute la chaîne de valeur opérationnelle et de recentrer l'humain, parce que l'humain est important, sur le fait d'être à l'écoute, de faire de la réassurance et d'être dans l'explication et l'écoute. On va bientôt boucler tout cet épisode qui est passionnant. Je te remercie, Guillaume. Il y a un truc dont on n'a pas parlé. Il y a 2-3 choses parce qu'on en a parlé en préparant. On parlait de loi Pacte. Je comprenais pas exactement. Moi, j'entends loi Pacte partout, mais en fait, tout ça ne m'intéressant pas. J'y ai pas vraiment mis le nez dedans. Vous aussi, du fait que vous soyez sur de l'assurance vie principalement, et c'est pareil. Moi, je comprends pas ce terme assurance vie. Il fait peur. Oui, c'est un nom très bâtard. Et voilà. Mais avant d'aller là-dedans, j'ai quand même un point important que j'essaie d'aborder. Alors, ou que je vais essayer d'aborder à chaque épisode. Faut que j'y pense. Mais il y a quand même une clé dans tous ces investissements qu'on oublie souvent d'aborder parce qu'on nous présente des choses qui sont fantastiques, des super machins, mais à l'entrée, voire tous les ans, il y a toujours des frais qu'on nous fait payer. Et en fait, ces trucs sont toujours un peu cachés. Et en fait, j'ai découvert récemment que, par exemple, il y a des fonds de gestion. Il existe des fonds, alors je vais dire, je sais pas, chez SG, BNP ou chez H2O, j'en sais rien, qui sont exactement les mêmes, il y en a plusieurs, exactement les mêmes. La seule différence entre les fonds sont les frais d'entrée. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont te les vendre et puis qui vont prendre une commission plus élevée en fonction de voilà. Du coup, ça marche comment chez vous? Parce que, je veux dire, c'est important de le savoir après tout ce qu'on a dit. Oui, en finance, en tout cas dans ce pays, il y a cette notion de pas vu, pas pris, je trouve. À partir du moment où le client ne comprend pas, on lui europe bien le truc, si on peut facturer un max de frais d'entrée, tant mieux. Je pense que cette période est en train de disparaître. Enfin, elle sera bientôt révolue. Chez nous, il n'y a pas de frais en dehors de frais de gestion annuels. On essaie d'être transparent au maximum et de se faire rémunérer pour là où il y a véritablement une valeur ajoutée. Et on considère que le conseil, c'est pas que le conseil est gratuit, mais à un moment, plutôt de parler de conseil, on parle d'accompagnement. Et l'accompagnement, ça veut dire que ça se fait sur la durée. Donc notre valeur ajoutée se démontre sur la durée. Donc, alors que j'ai rien fait pour mon client, je lui ai juste proposé une allocation et j'ai pris son argent, je vois pas pourquoi je prendrais 3% de frais d'entrée. Parfois, c'est 5% de frais d'entrée. Alors, en l'occurrence, les frais sont négociables. Donc, ne jamais payer de frais d'entrée. Je suis d'accord avec toi dans l'absolu. Je dis pas qu'on peut faire tomber ça à zéro, mais en tout cas, un client avisé. Mais moi, je trouve que philosophiquement, ce que tu dis est tellement vrai. Enfin, pourquoi des frais d'entrée en fait? Pourquoi? Alors, certains justifient ça parce que il y a de l'administratif au départ pour mettre en place le compte, faire tout le travail réglementaire de lutte anti-blanchiment d'argent, etc. Donc, il y a un process opérationnel de mise en place. Ok. Pour moi, ça, c'est le problème du fournisseur du service ou du produit, quoi. Ça fait partie de ses charges. Tant qu'il y a zéro valeur ajoutée pour le client, je pense qu'il y a zéro frais. C'est ce qui me semble logique. Et donc, c'est le cas chez nous. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais d'arbitrage. Donc, souvent, on prend des frais quand on fait une modification du portefeuille parce que, justement, la situation personnelle de la personne a changé. Je comprends pas pourquoi on sanctionne les gens sur le fait de vivre leur vie. Si moi je décide d'avoir des enfants ou que je sais pas, j'ai un héritage qui tombe, pourquoi est-ce qu'on me prend de l'argent, quoi?
Non, mais là-dessus, il y a plein de choses vraies. Alors, tu vas venir évidemment sur ce que tu dis, mais c'est vrai aussi que, tu vois, connaissant ou parlant avec un certain nombre de conseillers en gestion de patrimoine, en fait, par moment, j'ai envie de dire, mais finalement, même chez vous, qu'est-ce qui justifie que tu prennes X% sur quelqu'un qui met 50 000 et X% sur quelqu'un qui met 5 millions? Pourquoi celui qui paye 5 millions paye beaucoup plus cher que celui qui met 50 000 finalement? Alors là, je vais pousser le raisonnement à l'extrême, je cherche pas, mais alors que c'est un... robot qui tu vois, non mais est-ce que finalement, et il y a aussi je pense une question de responsabilité des clients en face, c'est-à-dire que moi si on me dit c'est 2000 € par an, je te dis non mais no fucking way, tu vois, enfin il y a quand même ce truc où le pourcentage tu l'acceptes, le frais fixe il passe pas en France. Je sais pas si c'est un modèle auquel vous avez réfléchi, hein, oui, non, alors franchement c'est pour être totalement cash, c'est très compliqué de comprendre ce que les clients veulent, de leur faire comprendre ce qui est bon pour eux d'un point de vue facturation, hein, j'entends. Ouais. On m'a dit l'autre jour que je suis assez d'accord, il y a 3/4 de clients, il y a ceux qui refuseront toujours de payer des frais, il y a ceux qui acceptent sans réfléchir et il y a ceux qui vont accepter si on leur explique pourquoi. On peut prendre des pourcentages annuels, on peut facturer des honoraires. En réalité, moi je dis pas qu'il y a une bonne réponse. Après, il y a un début de bonne réponse si la facturation limite le conflit d'intérêt entre le fournisseur de services et son client. Donc, par exemple, il y a un vrai fléau qui évolue doucement mais sûrement, sont les rétrocessions. Et moi, ça me fait doucement rigoler quand on dit quand les assureurs expliquent qu'ils sont transparents sur leurs frais, ils le sont absolument pas, parce que les unités de compte, hein, donc ce qui ne sont pas du fonds euro dans les assurances vie, il y a des frais attachés à ces unités de compte qui sont dans des documents juridiques qu'on appelle les DICI. Les documents d'information clés pour l'investisseur, qui sont des trucs très standardisés. Il y a 2 pages, il y a un tableau en haut de la 2e page avec les frais annuels. Mais il faut aller le chercher, ce document. Il faut le comprendre. Il faut savoir qu'il existe. Et donc, en fait, en réalité, quand on regarde certaines pratiques, sur les pages web, on voit 0 frais. Non, c'est pas vrai. Il y a une partie, effectivement, où c'est 0 frais, mais il y a tout un tas de frais cachés. Bon, je m'égare peut-être un petit peu sur la question, mais nous, ce qu'on fait, pour revenir un peu sur notre choix, pas de rétro. On choisit d'investir avec des trackers. Donc structurellement, il y a même pas de le produit n'est pas conçu avec des rétrocessions, donc on ne peut pas en toucher. Donc c'est un point très important parce que... Donc rétro, ça veut dire que si tu investis quelque part, tu ne touches pas d'argent dans un fonds ou dans un... Enfin voilà, tu ne récupères rien. La pratique historique est de remercier les intermédiaires qui sont l'assureur dans le cadre de l'assurance vie, hein, et le courtier. Donc, qui pourrait être Nalo parce que on est fournisseur d'une assurance vie, mais donc les conseillers en gestion de patrimoine, le conseiller en banque de détail, etc. Toute la chaîne en fait est remerciée par le fonds avec ce qu'on appelle une rétrocession. Donc c'est un partage en fait. Donc ça, il y en a pas chez vous. Des frais. Ça, il y en a pas chez nous. Et c'est primordial parce que l'anecdote un peu piquante, c'est donc nous on est membre d'une association professionnelle. C'est obligatoire. Et on a des heures de formation annuelles obligatoires. Et parfois, ils en profitent pour nous présenter des nouveaux produits, des nouvelles offres. Et ce que je trouve assez caricatural, c'est dans la salle, bien souvent, la première question, c'est « Eh oui, et sinon, ma com, c'est quoi ?» Donc, c'est quand même dramatique. C'est-à-dire qu'on est censé être aligné avec son client et lui conseiller le bon produit. Mais la première question qui vient à l'esprit du conseiller, c'est combien je suis payé ? Alors, je dis pas que tout le monde fonctionne comme ça, je tape pas sur les CGP dans l'ensemble, mais moi c'est pareil. Moi si j'avais un produit qui me payait 10% de frais d'entrée et un autre 2%, ben ça devient difficile en fait de faire le bon choix pour son client. Donc c'est absolument indispensable d'imaginer des structures de facturation, de rémunération qui nous permettent d'avoir les bons comportements vis-à-vis de son client final. Alors il y a tout un tas de flicages, il y a des lois, des réglementations qu'il faut respecter, etc. Mais la facturation, elle est pas toujours bien alignée. Donc pas de rétro, se faire payer, je pense, au fur et à mesure de la démonstration de la valeur ajoutée. Nous, notre valeur ajoutée, c'est d'accompagner les clients sur la durée pour maximiser la réalisation de leur projet de vie. Ok. C'est pas de cracher de la performance.
C'est pas ça. Et donc des profils de rémunération où on gagnerait un pourcentage des gains du client, nous on pense aussi que c'est une mauvaise approche. Je veux pas rentrer dans des calculs mathématiques, mais en fait si on fait la démonstration académique, si on fait les calculs mathématiques, si le gérant est payé un pourcentage de la performance du client, ça va l'inciter à prendre plus de risques. Oui. Parce que en général, les gérants, ils prennent pas une partie de la perte du client. Il y a une asymétrie, c'est-à-dire qu'ils prennent une partie de la performance, mais ils se rincent les mains, ils se lavent les mains des pertes. Bien sûr. Et donc, quand on regarde... les bonnes années, les mauvaises années. Voilà. Et voilà. Ouais. Mais donc, quand on fait un calcul de volatilité, de prise de risque, en français simple, ça veut dire que le gérant, il va être incité à prendre beaucoup plus de risques. Et peut-être trop de risques par rapport à ce qui est bon pour son client. Donc, la clé, si je lis entre tout ça, c'est un frais de gestion qui se fait traditionnellement très clair et pas du tout opaque, qui est d'un certain pourcentage voilà. Chez vous qui est voilà. fixe. Ce qui est fixe, c'est notre choix. Effectivement, donc l'offre d'un point de vue optique, elle peut paraître chère puisque chez nous, au maximum, si on est sur des produits complètement à base d'unités de compte, donc c'est 1,65%. Ça peut paraître extrêmement cher parce que dans le marché, on regarde les assurances vie. Une assurance vie, elle est souvent affichée comme étant à 0,6 à 0,8%, peut-être 1%. Ouais, mais ça, c'est juste la partie enveloppe assurance vie. C'est pas l'ensemble des frais. Et en réalité, une offre à 1,6, il y a d'autres acteurs dans le marché qui sont on est tous à peu près d'ailleurs dans la même enveloppe de prix. 1,6%, c'est 2 fois moins cher, 2 à 3 fois moins cher que les autres offres classiques. Les banques en ligne, toutes les offres en ligne, c'est à peu près 2,7% par an. D'accord. Et les offres physiques, donc banque de détail, banque privée, etc., des conseillers en gestion de patrimoine, au global, en moyenne, quand on lisse les frais, c'est 3,6%. Donc on est beaucoup moins cher. Et on est beaucoup moins cher parce qu'on élimine les intermédiaires, parce que on automatise un maximum de choses. Et en plus, vous êtes beaucoup moins cher pour les auditeurs de la Martingale parce que si ils s'abonnent ou ils s'inscrivent, on va dire plutôt à Nalo, et qu'ils mettent la Martingale, vous avez un endroit où Martingale, on va dire Martingale sans voilà. Et ben on peut leur proposer quelque chose. Et effectivement, code promo Martingale. Pour remercier les auditeurs de ce podcast, on offre 3 mois de frais de gestion. Et je tiens à préciser aussi, 3 mois de frais de gestion, je te remercie pour eux, mais que moi je ne touche rien là-dessus, c'est important. Hein, donc c'est pas du tout, pour être totalement transparent, on est sur de l'éditorial et pas de la publicité, donc voilà, c'est important que vous le sachiez. Merci pour eux. Alors du coup, pour moi, peut-être que j'en profiterai. Moi, je vais peut-être essayer d'avoir 6 mois, du coup, peut-être. Et je négocierai après sans le micro. Super. Écoute, je te remercie pour toute cette transparence et aussi, tu vois, c'est important pour moi de cette conversation à la fin de comprendre comment vous travaillez et pourquoi et comment tu justifies tout ça parce que, moi, je trouve ça convaincant et je le comprends. C'est vrai que j'ai toujours plus de mal, tu vois. Par exemple, quand tu es en banque privée, on te dit il faut payer 500 € par an. Je veux pas payer ces 500 € par an. Et pourtant, on te dit bah oui, mais c'est normal, etc. Bah oui, mais bon, en fait, chez eux, en plus, tu as 500 € par an plus des pourcentages sur tout. Donc là, vraiment, tu dis non, en fait, non. Mais voilà. On va boucler tout ça sur une dernière question. On n'aura pas eu le temps d'aborder toutes ces lois Pacte. On fera ça lors d'un prochain épisode, Guillaume, si tu veux. C'est quoi, toi, ta martingale, Guillaume ? Écoute, moi, ma martingale, c'est en 2 parties, c'est prendre du risque. Ouais. En fait, il faut prendre beaucoup de risques, même quand on est retraité. En fait, à l'ancienne, quand on était retraité, on disait qu'il fallait avoir de plus en plus de produits peu risqués qui génèrent du coupon, du rendement, du taux, pour avoir des revenus réguliers. Et on parlait tout à l'heure des taux à zéro. Ça n'est plus vrai, en fait. Moi, mes parents, ils ont 70 ans. Et en fait, il faut qu'ils prennent beaucoup de risques. Ils sont sur Nalo ? Ils sont sur Nalo. Il y a un intérêt à être sur Nalo quand tu es retraité. Évidemment, j'ai envie de dire, il faut que tu aies des objectifs. Moi, mon père, qui, je pense, est plutôt versé en finance, en fait, ça le rassure. Parce qu'il vieillit, parce qu'il veut s'occuper de ses petits-enfants, parce qu'il a d'autres chats à fouetter et que, en fait, sa retraite, ça le stresse. Il sait pas s'il a un souci de santé plus tard, comment ça va se passer. Aucun banquier n'est capable de lui expliquer combien il peut retirer comme revenu mensuel de son patrimoine. Et nous, on a été capable de le faire. Et donc, oui, leur patrimoine est chez nous. Alors que je pense que c'est toujours très dangereux de mélanger famille et boulot, mais parce que ça engage des responsabilités qui sont colossales par rapport à des purs clients, on va dire. Mais
Ça a été une réponse pour eux parce que ils ont eu les réponses très concrètes. Qu'est-ce que je peux faire pendant ma retraite? D'accord. Mais je sais que ma réponse est longue, mais ils vont vivre longtemps. Ouais. Les tables de mortalité sont fausses. Depuis des décennies, à chaque fois, on se dit que les gens vont mourir à tel âge, mais on se trompe parce que avec la médecine qui progresse, les gens vivent plus longtemps. Et aujourd'hui, même quand on est en retraite, même à 70 ans, il faut se dire qu'on va vivre jusqu'à 100 ans. Et donc, il faut avoir des actifs au sein de son patrimoine qui génèrent du rendement pour qu'on puisse en tirer un revenu jusqu'à 100 ans. Et puis, il faut avoir des objectifs aussi. C'est important, là, voilà. je peux dire de manière voilà. plus... Il faut se dire ce que tu veux faire dans 20 ans, dans 10 ans. Il ne faut pas se dire, voilà. Juste, OK. Mais segmenter son patrimoine en autant de projets que possible, investir régulièrement et prendre du risque. Et prendre du risque, c'est possible quand on comprend ce qu'on fait. OK. Bon, bah écoute, Guillaume Piard, nalo.fr, le code c'est Martingale. Je te remercie pour ton temps. Et puis je te souhaite, je te dis merde pour Nalo. Et puis je vous remercie à tous d'écouter la Martingale. Je vous remercie de pas oublier de le partager autour de vous. Cet épisode, moi je trouvais était passionnant. J'espère qu'il vous a plu. Et beaucoup de nouveautés qu'on voit pas forcément ailleurs, je pense. Donc voilà. Inscrivez vos amis de force sur leur téléphone, notez cet épisode sur iTunes, c'est important pour qu'il remonte dans les classements. Je vous remercie d'être revenu pour cette deuxième saison et je vous dis à très bientôt sur la Martingale. Salut Guillaume. Merci Mathieu. Merci d'avoir écouté la Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produite par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.